d'être seul dans son monde de l'oubli. Il réveille les enfants qui pourtant dorment tous à poing fermé. Il terrorise les parents, les entraîne dans son monde délirant. Il fait voler les assiettes, les nounous et les chaussettes. Il détraque la télé, les lumières et les cassettes. Il rature les devoirs et fait craquer les armoires. Le fantôme de minuit tambourine sur les murs par dépit. Il s'ennuie, se languit d'être seul dans son monde de l'oubli. Il chatouille les orteils de grand-mère qui marmonne dans son sommeil. Il tiraille les oreilles de grand-père qui radote dès son réveil. Il fait voler les assiettes, les nounous et les chaussettes. Il détraque la télé, les lumières et les cassettes. Il rature les devoirs et fait craquer les armoires. Je suis le fantôme de l'oubli. Le fantôme de minuit tambourine sur les murs par dépit. Il s'ennuie, se languit d'être seul dans son monde de l'oubli. Voilà, c'était la chanson de Minuit. Et nous reprenons notre discussion, notre émission sur les maisons hantées, les fantômes. Je rappelle que cette émission maintenant est sponsorisée par la société Énergence à la Ville-Dieu du Temple, dont je vous rappelle le site internet, c'est www.sabrinadesaintange.com. Voilà, donc c'est à vous Sabrina et Dominique, vous avez la parole. Alors Dominique, les fantômes s'ennuient, hein, donc on vient de l'entendre. Si vous nous parliez des dames blanches. Ah, les dames blanches, c'est mon dessert favori, surtout du chocolat. Non, mais je plaisante. Bien entendu, il s'agit d'apparitions très spécifiques qui sont généralement annonciatrices d'événements. Alors, en général, pas toujours, mais ce sont des événements funestes, en particulier la mort. Alors, ces dames blanches, c'est pas forcément des dames, d'ailleurs. Ça peut être des messieurs, ça peut être des jeunes gens, ça peut être, en tout cas, des entités, je crois que c'est le terme le plus juste, parce qu'on ne s'engage pas trop sur la nature, qui viennent vous annoncer que vous allez mourir. Il y a un certain nombre de personnages historiques qui ont vécu ça, d'ailleurs. Hein. Ils ont eu l'annonce quelques jours avant leur mort, voire quelques minutes avant qu'ils allaient mourir. Alors, il y a des variantes parmi ces dames blanches. Vous avez, par exemple, les lavandières de la nuit qui sont assez peu sympathiques en général, qui expient leurs fautes passées, puis les dames blanches qui sont plutôt les personnes victimes d'un accident ou de la route ou autre, ou d'un meurtre par surprise, et d'une certaine façon qui n'ont pas pu bien passer dans l'au-delà, mais qui ont déjà une connaissance bien supérieure à celle que nous pouvons avoir simplement ici-bas. Et vous avez aussi de nombreux témoignages sur des autostoppeurs ou autostoppeuses. Voilà, voilà. Il y en a, on dit qu'il y a des autostoppeuses d'ailleurs qui créent les... C'est-à-dire que
selon d'autres, selon certains récits, on a vu des formes, et ces formes créent des accidents de la route. Donc c'est-à-dire que il y aurait des entités pas très sympathiques en fait, et pas très apaisées surtout, qui sont frustrées d'avoir péri précocement et qui vous entraîneraient en quelque sorte dans une mort précoce d'autres, la même mort que celle qu'ils ont subie. Donc ils pourraient se retrouver au bord des routes et provoquer un accident. Alors, il y a de multiples témoignages. Alors vous avez Oui. aussi les armées de fantômes qui se manifestent sur les champs de bataille où ont eu lieu des batailles célèbres ou des drames historiques. Oui, la bataille de Edge Hill, par exemple, en 1642, c'est l'époque de Charles Ier d'Angleterre. On a vu, alors des officiers du roi en particulier, plusieurs ont vu pendant toute la nuit, à plusieurs reprises, des armées rejouer la bataille d'Anciel et ont vu des soldats qu'ils connaissaient. Donc ils ont reconnu parmi ceux qui apparaissaient, donc ces revenants, ils ont reconnu des gens qu'ils avaient connus, qui côtoyaient d'anciens compagnons. Qui est comme si la bataille était rejouée une deuxième fois. C'est assez curieux. C'est assez En curieux. 1915, s'est développée la fameuse légende des anges de Mons, ou de Mons, c'est en Belgique. Un groupe d'anges serait, cette fois-ci, c'est pas vraiment des revenants, c'est peut-être un peu différent, serait apparu aux soldats de l'armée britannique à la fin d'une bataille célèbre. Et il y a d'ailleurs à l'origine de cette histoire une nouvelle, The Bowmen, qui veut dire les archers, de Arthur Machen, qui est un écrivain fantastique anglais, dans un quotidien britannique. Alors, il semblerait que ce soit là non pas un phénomène qui soit passé, mais au fond une rumeur née d'une histoire. Bon. Dans les années 30, sur une colline du Somerset, qui est le sud de l'Angleterre, Cadbury Hill, qui est considéré comme un endroit possible, un site possible des chevaliers de la table ronde, un jeune couple aurait assisté aussi au défilé d'une troupe entière de cavaliers armés et munis de torches. Bon, il y a encore beaucoup d'autres épisodes que l'on pourrait C'est assez rapporter. quand même inquiétant. C'est assez troublant, oui, parce que c'est des phénomènes, il n'y a pas seulement un revenant, mais un vrai spectacle. Hein. Remarquez, vous savez, la géographie chrétienne a toujours considéré que tel spectacle était possible. Vous avez Sainte-Claire, l'histoire de Sainte-Claire. Vous savez que Sainte-Claire est la patronne de la télévision. Vous savez pourquoi? Parce qu'on dit qu'elle ne pouvait pas aller à la messe, et donc que, miraculeusement, sur le mur de sa cellule, la messe a été reproduite. Donc ce sont des phénomènes qui peuvent être une espèce de cinéma miraculeux. Alors tout ceci nous amène au phénomène de hantise. On a parlé des fantômes, maintenant on va parler des phénomènes de hantise. Alors là, alors il faut distinguer la grande hantise et la petite hantise. Hantise, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Un lieu est hanté, ça veut dire qu'il y a un être ou des forces, on peut dire un être ou des forces, qui sont à l'œuvre. Ça peut être un être venu de l'au-delà, mais ça peut aussi être des forces suscitées par un être présent. En particulier un enfant, un jeune homme, souvent au moment de la puberté, un adolescent perturbé crée un certain nombre de phénomènes qui ont été recensés. Alors, dans tous ces phénomènes dont nous parlons, ont été amplement recensés. Ils ont même été recensés au XVIIIe siècle, 1746 je crois, je suis pas absolument sûr de la date, par Don Calmet, qui était, vous savez, ce bénédictin mauriste, grand érudit, qui entretenait une relation avec Voltaire au demeurant, et qui trouve qu'il y a un nombre très très nombreux de phénomènes. Alors ça, c'est plutôt pour la grande hantise, mais la petite hantise, alors souvent on en entend parler, il y a des bruits, alors parfois il peut y avoir des incendies qui surviennent, ce qui est moins drôle, des objets qui se déplacent. Donc, il peut y avoir uniquement des coups, mais il peut aussi y avoir des choses qui se produisent. Alors, vous avez un livre que je conseille, là aussi, pour tous ceux qui sont intéressés par ces phénomènes, de Ernest Bozzano, qui est un parapsychologue qui a vécu, un Italien qui a vécu de 1862 et qui est mort en 1943, et qui définit les phénomènes de hantise comme des phénomènes qui comprennent
comprennent un ensemble de manifestations mystérieuses et inexplicables et dont le trait caractéristique essentiel est de se rattacher d'une façon spéciale au lieu déterminé. Alors, il y a toutes sortes de manifestations. Alors, tout d'abord, des manifestations auditives, donc c'est recensé par Ernest Bozzano, des sons sans cause apparente, ça peut aller à des coups dans les murs, des craquements, des bruits qui imitent la chute de meubles ou de vaisselle, même cassée. Et puis vous avez des voix humaines, des cris, des chuchotements, et même parfois des bruissements comme le froufrou de robes, de soie, d'étoffes. Et puis vous avez aussi, je crois Dominique, des formes visuelles. Ah oui, des formes visuelles, il y a des clartés qui apparaissent, des lumières qui ont des formes rondes et qui peuvent circuler. Donc c'est ça qui nous inspire certainement lorsque nous représentons habituellement des fantômes, mais aussi donc des formes humaines. Alors c'est proprement les fantômes avec leur habit d'époque qui peuvent apparaître. Je tiens à faire une précision très importante qui n'a pas été faite. Il ne faut pas confondre la hantise avec la possession. La possession, c'est la possession d'une personne. Donc c'est pas la possession d'un lieu. Alors c'est compliqué aussi parce qu'il peut y avoir des manifestations de possession intermittentes, c'est-à-dire que les personnes peuvent être très calmes, puis tout à coup, la possession, ça veut dire qu'il y a une force, quelque chose, mais qui pourrait émaner de la personne elle-même. On ne sait pas, beaucoup d'hypothèses peuvent être avancées, qui se manifestent et qui est liée à la personne, alors que dans la hantise, c'est lié à un lieu. En principe, quand il y a une hantise quelque part, si vous quittez le lieu, vous n'êtes pas poursuivi. D'accord. Donc c'est bien vraiment en principe. Parce qu'on peut avoir des surprises quelquefois dans cet univers. Oui. Alors, quand on parle, Dominique, des lumières, vous avez parlé de formes rondes. Voilà. Elles peuvent être statiques, elles peuvent poursuivre en général, des trajectoires. Elles se déplacent quand même, mais elles peuvent parcourir des trajectoires mystérieuses qui n'ont rien à voir avec nous. Il y a aussi les formes humaines, vous en avez parlé voilà. dont tout à l'heure. Et alors, ce qui est un petit peu plus effrayant, c'est des phénomènes sous forme tactile. Alors, les mains glacées qui j'ai connu une personne qui m'a raconté cet épisode qui lui était arrivé justement en Angleterre. Bon, les Anglais ont bénéficié de beaucoup de phénomènes. C'était effectivement dans un château. Et une personne tout à coup a ressenti sur son cou une main glacée qui se posait. Donc ça c'est typique de ce genre de phénomène. Vous avez des phénomènes aussi de pression, c'est-à-dire des meubles qui se déplacent. Des meubles aussi qui se déplacent. Enfin, vous voyez, donc ce sont des phénomènes sous toutes les formes donc qui peuvent affecter nos sens. Alors, il y a là aussi une filmographie intéressante. Un film qui m'a beaucoup marqué, moi, quand j'étais plus jeune, c'est pas le film Antise, le dernier, là, qui a été fait en 1999 et qui, pour moi, n'est pas un bon film. Mais vous avez La Maison du Diable, qui a été fait en 1964 par Robert Wise et qui est un film excellent. Oui, et dans un passage, vous avez les deux dames qui sont dans une grande chambre et à un moment donné... il y en a une, elle tient une main glacée. Et vraiment, ça m'a toujours fait beaucoup frissonner, ce film. Alors, il y a eu, aussi un certain nombre de phénomènes qui ont été quelquefois démystifiés, où des gens s'étaient déguisés, cachés, puis c'était leurs propres mains qui touchaient, ça. Bon. Mais incontestablement, il y a tout de même beaucoup quand même de récits qui laissent songeurs. C'est pour ça qu'on peut s'interroger, est-ce qu'il n'y a pas... vous savez, je préfère le mot anglais evidence. Evidence, ça veut dire des choses qu'on voit, plus des évidences, de façon sensible, il y a quelque chose qui se manifeste, preuve, vous savez, en français, ça renvoie tout de suite à une démonstration rationnelle. Je ne sais pas si on peut démontrer rationnel quoi que ce soit. Par contre, il y a tout de même un certain nombre d'évidences, au sens anglais du terme, c'est-à-dire de choses qu'on a pu constater. Il y a des photographes, par exemple, qui se sont spécialisés dans la photographie de lieux sinistres ou réputés hantés. Alors, on voit parfois des formes, on ne sait pas trop ce que c'est. Vous avez Simon Madsen, hein? Oui, exactement, qui est Simon connu pour avoir fait ça. Il y a un cliché très célèbre de revenant qui a été pris en septembre 1936 dans le Norfolk par deux photographes d'un magazine et une silhouette qui apparaît qu'on surnomme The Brown Lady, ça veut dire la demoiselle, la lady ou la dame brune en fait. Et
trouve qu'elle ressemble à Lady Dorothy Townsend, qui a été l'épouse d'un propriétaire de ce château au XVIIe siècle. Vous avez d'autres photographies Oui. Celle réalisée par exemple récemment par Kevin Horking dans les ruines du château de Greenwich au Pays de Galles, donc Pays gallois, Pays belge. Mais il y a des doutes. Certains disent qu'il y a eu des trucages. Bon. Dans les années 90, l'abbaye de Mortemer fut au cœur de l'actualité paranormale, car une journaliste du nom de Muriel Motte a prétendu avoir photographié la silhouette d'un spectre hantant les ruines la nuit. Alors là encore, on a dit que c'était autre chose, c'est que c'était en fait des photographies... Des photographies floutées, oui. Voilà, des restes du clos. Donc évidemment, quand vous faites une photographie floue, ça peut prendre des formes apparentes. Alors, il y a des photographies, il y a des vidéos, et il y en a de nombreuses d'ailleurs qui circulent sur le net. Oui. Vous en avez une fin 2003, je crois, où une caméra d'un château de Hampton Court a enregistré l'image d'un personnage, donc en costume du XVIe siècle, qui ressemble à Henri VIII, en train de fermer une porte. D'ailleurs, on prétend que quand on visite la Tour de Londres, par exemple, que c'est aussi un lieu hanté. Et plusieurs visiteurs ont dit avoir aperçu, d'ailleurs, des fantômes. La vidéo a été reprise et diffusée par de nombreuses chaînes de télévision, mais d'aucuns disent que c'est un visiteur déguisé ou aussi un trucage. Donc c'est pour ça que l'épreuve, c'est toujours entre guillemets, vraiment. Hein. Et vous avez plusieurs vidéos, vous en avez même, je crois, au Japon, il me semble. Oui. C'était une caméra de surveillance d'un parking qui a filmé une silhouette féminine en train de se déplacer avant de disparaître de façon assez bizarre. Et vous avez aussi un groupe de touristes japonais qui étaient en train de se filmer au sommet d'une falaise qui bordait la mer. Et il y a eu une ombre justement qui s'est jetée dans le vide. Cette vidéo aussi parcourt le net. Oui, mais elle est aussi douteuse parce que on ne connaît pas de personnes qui se seraient suicidées à cet endroit-là. Maintenant, ça ne prouve rien. Hein. Il y a très bien pu y avoir un suicide inconnu. Et alors, on a aussi... Alors, on en avait parlé dans les dernières émissions, des enregistrements sonores. Oui, exactement. Vous savez que Thomas Edison, qui est connu pour le phonographe, avait voulu mettre au point un appareil qui permettrait de capter directement les messages des esprits. Alors, il ne s'agit pas forcément des fantômes au sens strict du terme, mais c'est quand même assez voisin. Il était convaincu qu'il y aurait possibilité. Alors, dans le même ordre d'idée, on dépose parfois, vous savez, des magnétophones sur des tombes ou ailleurs. Alors, les tombes ne sont pas toujours les endroits, d'ailleurs, les plus adaptés, parce que les tombes, c'est l'endroit où on dépose le corps, mais l'esprit, il reste plutôt à l'endroit où il a vécu. Donc, c'est peut-être pas tellement dans les cimetières qu'on va rencontrer des fantômes. Alors, les enregistrements sonores, là aussi, ce fut l'objet d'une émission que nous avons faite, sont multiples. Vous avez le Suédois Friedrich Jürgensen qui a fait de multiples enregistrements où on entend des chuchotements. Alors, c'est intéressant parce que Jürgensen dont vous parlez ne s'attendait pas à en entendre. Il voulait enregistrer des cris d'oiseaux, des pépiments. Et puis tout à coup, il entend non seulement des voix, mais de véritables messages. Et il a publié le contenu, évidemment, de ces messages qui ont été transcrits et réécrits. Et en plus, il y avait un nombre considérable de voix, hein, pas seulement une seule. Il y a un disque qui a été fait. Alors, les messages sont rarement audibles quand même, mais on peut se demander pourquoi et comment. C'est comme si à certains moments, il y a un voile qui devenait plus léger et nous pouvons voir une part de la réalité que nous ne voyons pas ordinairement. Et nous avons aussi Constantin Rodive, qui est un ancien professeur de psychologie, qui lui aussi s'est penché sur le problème. Et je crois qu'il a fait 10 000 enregistrements. Oui, c'est beaucoup, oui. C'est énorme. C'est énorme, oui. Et il a fait 10 000 enregistrements et je crois qu'il y a un disque, il me semble, là aussi. Oui, tout à fait, qui a été fait. Je n'ai pas entendu personnellement ce disque, mais il y a quand même des choses extrêmement troublantes. Alors moi-même, j'ai entendu déjà,
Alors, je ne sais pas comment il faut l'interpréter. Il faudrait peut-être demander à quelqu'un de France Télécom, j'en sais rien. Mais en téléphonant à un ami qui était une personne perturbée un peu et qui avait effectivement des liens avec le spiritisme et a fait des expériences un peu paranormales, en appelant, il y avait des paroles assez bizarres, y compris prononçant mon nom, qui étaient dites, j'entendais des voix dire ça par téléphone, c'était par téléphone. Alors évidemment, ça n'a pas été enregistré. On peut toujours dire qu'au fond, il y a eu une... Vous savez, c'est un phénomène qui arrive. Alors ça, les techniciens du téléphone connaissent mieux l'explication que moi, certainement. C'est que quelquefois on téléphone et puis finalement, il y a peut-être des conversations qui se mélangent. C'est peut-être ce qui s'est passé. Toujours donner des explications les plus rationnelles possibles à ces photographies, à ces vidéos ou à ces enregistrements. Exactement. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire que rationnellement quelque chose soit prouvé. Mais enfin, il y a des phénomènes assez troublants. Mais encore une fois, on pourrait aussi les interpréter autrement, non pas forcément comme étant des entités distinctes, mais comme étant des émanations de nous-mêmes. Puisque vous savez que le corps et l'esprit, ce sont pas des notions aussi clairement distinctes que ça. La matière elle-même, c'est d'abord de l'information avant d'être quelque chose de compact. Et nous sécrétons, nous émanons peut-être un certain nombre de choses. Par exemple, lorsque nous pensons à quelqu'un, qu'ensuite nous apercevons. C'est aussi tout le problème du double. Vous savez que la question du double qui a été mis à le doppelganger, comme disent les Allemands, et qui a été tellement tellement bien présenté, étudié par Jean-Paul Richter, le célèbre écrivain allemand. Et Musset, d'ailleurs, percevait son propre double. Alors, il se voyait en double. Il se voyait à côté de lui quand il était assis quelque part. Il se voyait se regardant. C'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Ce sont d'autres manifestations, mais qui pourraient s'expliquer. Alors certains disent que ce sont des manifestations liées à un délabrement nerveux ou à l'usage de drogue ou de l'alcool. Mais on peut se demander aussi si notre corps, c'est vraiment ce que nous croyons être tout à fait notre corps, ou s'il n'y a pas un certain nombre d'énergies qui circulent en nous, autour de nous, que nous émanons, et qu'une certaine sensibilité particulière pourrait percevoir. Avant de passer à la deuxième partie de l'émission, c'est-à-dire sur les lieux hantés célèbres ou que nous avons choisis, on en revient toujours au même, Dominique. C'est le questionnement de qui nous sommes, d'où nous venons, où nous allons. Est-ce qu'il y a une survie après la mort de notre corps physique? Le pouvoir de la conscience, qu'est-ce que l'univers? En fait, on en revient toujours à la même question, la question essentielle. Je crois que, indépendamment des réponses qu'on peut donner maintenant à ce genre de questions, également au sens que nous pouvons donner à notre vie, il y a quand même une interrogation, peut-être, alors qui peut être abordée par tous, indépendamment des croyances religieuses par ailleurs, sur ce qu'est la connaissance. Est-ce que ce que nous connaissons, est-ce que c'est une réalité objective, ou est-ce qu'au fond, ce n'est pas nous-mêmes? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut tracer une ligne de partage aussi nette entre ce qui serait la réalité, vous savez, comme les philosophes comme Kant parlaient de nous-mêmes, la réalité en soi, et puis de nos représentations? Est-ce qu'il n'y aurait pas une unité? Alors, quand on dit ça, c'est très perturbant. Mais ça veut dire que nos catégories mentales, rationnelles, que nous apprenons dès l'âge de 7 ans avec l'âge de raison, ce n'est peut-être qu'une façon limitée, étroite, étriquée, peut-être, même, de concevoir le monde. Merci Dominique. On va passer maintenant à la deuxième partie d'émission, mais peut-être encore, si vous voulez, quelques bruits de fantômes. Ah d'accord. Alors, nous allons parler ce soir... Je ne les ai pas entendus, moi, les fantômes. Ah, vous ne les avez pas entendus. Mais écoutez, moi, j'ai des frissons. Hein, donc... Ah. Alors, nous allons parler, Dominique, enfin, vous allez nous parler avec... Vous savez, je vais vous dire une chose, il ne faut pas avoir de peur. Parce que, en fait, les choses sont ce que nous les faisons être par nos émotions. Ça ne veut pas dire que ce ne soit que nos émotions. Mais si nous abordons tout cet univers du paranormal dans la frayeur, dans la crainte, ou en voyant des démons qui vont nous sauter dessus à chaque coin de rue, eh bien, nous allons vivre ça très mal. Nous allons vivre dans la hantise, dans l'angoisse. Et nous,
ces réalités vont nous apparaître, parce qu'on ne voit jamais la réalité indépendamment de notre état émotionnel. C'est ce que j'ai voulu dire tout à l'heure, et qui est très important. Eh bien, écoutez, non, Dominique, je n'ai pas peur. Alors, on va parler ce soir de la rue de Bièvre, de la rue Frochot, du phare de Thévenec et des châteaux de Fougeray, de Hermes, de Comarque et le fameux château d'Édimbourg. Ainsi que le triangle de la Burle, hein, que j'allais oublier. Oui. Si nous avons le temps, nous allons aborder ces 8 lieux hantés. Alors, on va commencer, si vous le permettez, Dominique, par la rue de Bièvre. Alors, la rue de Bièvre est une rue très ancienne de Paris qui est déjà nommée au XIIIe siècle et elle est située aujourd'hui dans le 5e arrondissement. Alors, c'est une rue qui doit son nom au canal de dérivation pour amener l'eau de la Bièvre dans les jardins de l'abbaye Saint-Victor, pour ceux qui connaissent Paris. Alors, ce canal se jetait ensuite dans la Seine après avoir longé le sentier devenu la rue de Bièvre, et cette rivière dont on parle souvent partait du sud de Paris et se jeter dans la Seine à la hauteur du boulevard de l'Hôpital, qui est non loin du jardin des plantes. Alors, et vous savez qu'il y avait des castors. Alors, les castors, les moines étaient très contents parce qu'ils croyaient que c'était pas de la viande, puisqu'ils étaient au bord de l'eau, vous pouvez les manger. Et d'ailleurs, les castors en anglais, Beaver, c'est ce qui a donné le surnom castor que Sartre donnait à Simone de Beauvoir. Entendu. Et alors, le poète Dante y a séjourné. Probablement, on ne sait pas trop, mais il y a une forte probabilité, oui. Oui, ainsi que, alors on ne fait aucun parallèle, hein, ne souriez pas, François Mitterrand aussi. Oui, son fantôme doit toujours être là, hein, j'imagine. et dans cette rue étroite, hein, au 1 bis, ne cherchez pas une maison, hein, ou un immeuble, il n'y a plus rien qu'un terrain défriché entre deux murailles, mais ce lieu est, dit-on, maléfique. Oui, d'ailleurs, quand le soir on se promène dans la rue de Bièvre et qu'on arrive, alors on se dirige vers la Seine, vers Notre-Dame, hein, eh bien, on a un sentiment un peu de malaise. C'est un lieu qui dégage quelque chose d'ailleurs très curieux. On a des impressions, on ne sait pas pourquoi, mais on a un certain malaise. Bon, alors au début de la dernière guerre, il y avait là un vieux bistrot, malfamé, où se trouvaient évidemment les poivreaux habituels. Et puis un jour, on a trouvé le patron mort derrière son comptoir d'un coup de couteau. Donc déjà, qui a donné ce coup de couteau? On ne sait pas trop. Hein. Bon, remarquez, il y avait beaucoup de couteaux dans Paris. Vous savez, aujourd'hui, on est dans une période très sûre, mais à l'époque, il y avait beaucoup de coups de couteau dans certains quartiers. Alors un vigneron va s'installer là, il va reprendre le bistrot. Il débarque, il venait de province, le pauvre, ça ne va pas être une heureuse découverte de la capitale. Et puis, c'est là où effectivement, il y aura un gitan avec un chien galeux. Alors ce chien, alors d'abord le gitan qui arrive et qui fait des tours de cartes, bon, il le chasse. Peu après, ce gitan est atteint, dit-on, d'une maladie de peau. Le vigneron va lui-même être atteint ensuite de la maladie de peau. Puis des gens de sa famille. Alors c'est une maladie assez mystérieuse. Est-ce que c'est une épidémie? On ne sait pas. En tout cas, sa famille va souffrir de cette maladie de peau. Lui-même le patron du bistrot va en mourir. Bon. Le chien aussi en était mort avant. Le chien en est mort, oui. Sauf la femme, je pense. Alors que d'abord, Paulette... le gitan a d'abord menacé le chien, oui. Le chien qui est mort, puis le patron lui-même. Donc c'est une histoire assez sombre. En 1943, la maison menaçait de s'effondrer. Les autorités allemandes envoient 6 ouvriers pour éviter le risque d'un écroulement vers la rue. Les infortunés sont peu après pris d'une pelade qui est semblable peut-être à cette maladie de peau. C'est comme une malédiction. Alors bon, c'est vrai que les maladies de peau, c'est souvent psychosomatique, mais bon. Et finalement, on va raser donc des ouvriers polonais vont raser cette maison. Donc plus personne n'ose s'y aventurer. Plus personne n'ose passer. C'est une rue. Enfin, c'est voilà. un lieu. On passe devant quand même. On passe devant, mais... c'est tout.
Voilà, à l'endroit, mais derrière, il y a des maisons tout de même. Hein. Alors, vous avez un livre qui est très intéressant, c'est Rue des Maléfices de Jacques Yonnet. Si vous connaissez donc Dominique, et c'est un livre extraordinaire qui raconte une foule de détails comme ceci dans un Paris qui a aujourd'hui donc disparu. Rue des Maléfices, pour tous ceux que cela intéresse. Et en plein dans un ancien quartier latin, donc un quartier très vivant, qui était aussi un quartier où il y avait tout un petit peuple, des aventuriers, des pauvres, des bandits, des sorcières, tout ce que vous voulez. À une certaine époque, le Moyen-Âge devait être fabuleux. On est vraiment dans quelque chose de mystérieux, de fascinant également. Et puis l'idée des maléfices, c'est quand même cette idée que les émotions humaines, les intentions humaines marquent. Alors ça, c'est un point évidemment très discuté, mais marque pas seulement la psychologie de la personne, si vous voulez, mais ont un impact autour. C'est-à-dire que si vous avez une émotion négative, vous allez provoquer des effets, par exemple des maladies chez d'autres, ou des phénomènes physiques. Alors c'est un livre quand même qui est inclassable, il est captivant, c'est une compilation de légendes du petit peuple de la rive gauche qui est formé de superstitions, de récits bizarres et de faits inexpliqués, de magie urbaine et de sortilèges ancestraux, et on dit il y a du Moyen-Âge là-dedans. Oui, on peut dire ça. Mais vous savez, le Moyen-Âge, c'est aujourd'hui. Hein. Le Moyen-Âge, c'est un âge, on le sait aujourd'hui, on étudie ça en histoire de la philosophie. Hein. C'était une époque où la réflexion humaine s'était beaucoup développée. Mais en même temps, bien sûr, il y a beaucoup de croyances. Mais ces croyances, on les a quand même encore un peu en nous, même si on prétend le contraire. Alors maintenant, nous allons aborder aussi un deuxième endroit dans Paris qui est la rue Frochot. Oui, il y a eu une malédiction qui n'était pas sous forme de pelade, mais d'une maladie dégénérative du genre maladie de Charcot ou sclérose en plaques. On ne sait pas trop, parce qu'évidemment, le premier qui en a véritablement été atteint, c'était le compositeur Victor Massé, assez discuté d'ailleurs pour la qualité de ses œuvres, je n'entrerai pas dans ce débat, qui est considéré par certains comme un compositeur de second ordre, d'autres comme un bon compositeur, mais en tout cas qui avait vécu une paralysie progressive et est mort en 1884 dans une maison de cette rue Frochot, au plein cœur de Paris, donc entre actuellement la place Pigalle et la rue qui s'est appelée ensuite Victor Massé. Alors, on l'appelle la rue Frochot ou la Villa Frochot, du nom donc de Nicolas Frochot, qui était préfet de Seine sous Napoléon Ier. Et en fait, c'est une ruelle, une voie privée qui est bordée de maisons cossues, dans laquelle on peut pénétrer qu'en franchissant un lourd portail en fer, qui est gardé par un concierge, qui est maître de la tranquillité, si on peut dire, des lieux. Alors, parce que maintenant, on ne peut malheureusement plus y entrer. Moi, ça me désole beaucoup. La maison appartient à un professeur de médecine, je crois, à l'université de Poitiers, psychiatrie, si je m'abuse, et qui, lui, ne croit d'ailleurs pas beaucoup, je crois, aux fantômes, mais au phénomène des maisons hantées, et qui ne permet plus de visiter. Alors, c'est un peu dommage, parce que c'est un lieu merveilleux. Hein. Alors, il faut dire qu'on dit Villa Frochot, c'est une ruelle où il y a des maisons, et vous avez le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3, qui daterait des années 1830, et vous avez des styles architecturaux qui sont tout à fait très divers. Vous avez du néo-gothique, vous avez du style colonial, du baroque, du flamand, et nombre d'artistes y ont séjourné. Savez-vous que Victor Hugo il y a séjourné, Toulouse-Lautrec, la cantatrice Régine Crespin, qui y habitait jusqu'à son décès en 2007, et Paul Maurice, et pour la petite histoire, Django Reinhardt, qui brûlait ses meubles l'hiver pour se chauffer lorsqu'il avait froid, et Sylvie Vartan aussi. Et les deux Renoir aussi. Les deux Renoir. Auguste et Jean Renoir, oui, le père et le fils. Alors, au numéro 1 de cette rue Frochot qu'on dit hantée, que s'est-il passé, Dominique ? Alors, il y aurait eu, alors là encore, on ne sait pas trop, en fait, une femme de chambre aurait été assassinée à coups de tisonnier. Très agréable. Oui, alors on ne sait pas exactement en quelle année et à quelle époque. Le meurtre n'a jamais été élucidé. Il y a d'autres versions, hein. D'ailleurs, il y aurait eu un meurtre, en tout cas, puisque certains ont entendu des cris de femmes. Bon.
Alors certains ont dit aussi que l'avenue Frochot reposait sur d'anciennes carrières de pierre calcaire, et de sorte qu'il y aurait des glissements, des secousses qui pourraient sembler être des hurlements. Bon, en tout cas, il semble qu'il y ait une malédiction. La légende s'est vite imposée d'une malédiction suite à la mort de Victor Massé et au fait qu'au XXe siècle, le journaliste Mathieu Gallet, qui est mort alors prématurément, il avait une cinquantaine d'années, soit mort de la même maladie que Victor Massé. Alors il y a une ambiance qui fascinait Jean Renoir, par exemple, incontestablement, et qui fascinait aussi Jack Nicholson, mais qui a fait fuir la malheureuse Sylvie Vartan. Alors on dit que, en fait, cette maison aurait été exorcisée par un curé d'ici, Jacques, je crois, dans le Périgord, qui aurait fait venir le dernier propriétaire, mécène, très fortuné et très compétent dans le domaine de l'ésotérisme et de la magie. Alors là aussi, donc, il y a des apparitions. Ça veut dire que s'il y a un exorcisme qui a été pratiqué, que effectivement la maison ne serait plus hantée maintenant. Si vous désirez y habiter, je ne sais pas quelles sont les conditions, je crois que ça va être difficile parce que le maître des lieux, le professeur de médecine, n'est pas disposé à accueillir du monde. Et il ne croit pas, semble-t-il, aux fantômes, et il dit que sa maison n'est absolument pas hantée. Il n'a rien vu en tout cas. Oui, il n'a rien vu, non. Et il n'y croit pas, probablement. Et il n'y croit pas. Parce que c'est une question purement à l'imagination. Alors nous avons aussi le phare de Thévenec. Alors le phare de Thévenec, c'est très intéressant donc de parler de ce lieu parce que c'est un lieu qui est situé au milieu de la mer à quelques milles de l'île de Sein et de la Pointe du Raz. Et il s'agit d'une maison phare qui est constituée d'une tour de 11 mètres de haut et de 2 mètres 40 de côté et qui a été commencé en 1869. Alors c'est un lieu sinistre, ce phare de Thévenec, qui a une bien mauvaise réputation. Oui, on dit que les gardiens deviennent fous. Oui, qu'ils deviennent fous. Et que d'autres meurent. Bon, alors c'est aussi lié à la solitude, évidemment, du lieu, ça certainement. Un peu comme la fameuse tombe d'Emidoff. Vous savez qu'au Père-Lachaise, il y a une tombe qu'on dit également hantée. Et une riche aristocrate au XIXe siècle promettait une grande somme d'argent à qui passerait un an dans sa tombe. Et je crois qu'il y en a 2 ou 3 qui ont essayé, qui sont devenus fous et se sont suicidés. Alors, ce phare de Thévenec, quand même, vous avez de nombreux naufrages, vous avez des maladies, vous avez Il y a des choses des cris lugubres qu'on entend aussi, paraît-il, lorsqu'on s'approche. Oui. On dit que ce sont les naufragés qui crient. Alors c'est vrai que il y a eu beaucoup de morts violentes en mer à cet endroit-là, ce qui pourrait être une explication. Bon, maintenant, beaucoup pensent que c'est même imaginaire et que tout simplement ce sont des lieux c'est comme les monts d'Arrée quand vous êtes en Bretagne, qu'on dit aussi hantés, où il y aurait des sorcières. Ce sont des lieux d'emblée vous font imaginer bien des choses. Il y a quand même des choses un peu particulières dans ce phare de Thévenec, mais quand même les plongeurs ont découvert récemment une grotte sous-marine qui traverse l'îlot de part en part et lorsque les vagues s'y engouffrent, l'air s'en échappe par des failles dans la roche et c'est ce qui produit, semble-t-il, des hurlements tout à fait sinistres. Mais il n'y a quand même pas que cela, Dominique. Non, il n'y a pas que ça, parce qu'en plus, il y aurait des ululements, on entend des messages. Il y aurait eu un message, va-t'en, c'est ma place. C'est-à-dire, et ça vous retrouvez, vous savez, le film de Tim Burton, où il y a une famille qui s'établit dans une maison hantée, et les fantômes qui disent, mais vous n'êtes pas chez vous. Vous n'êtes Donc pas il chez vous. semblerait là que ce soit une des manifestations des fantômes qui considèrent toujours, peut-être qu'après, quand on aura donné ces exemples, j'essaierai de me demander ce que peuvent être ces fantômes ou ces âmes errantes, qui considèrent toujours qu'ils ne se rendent pas compte que, au fond, ils doivent percevoir les nouveaux hôtes comme venant chez eux. Imaginez, vous êtes chez vous, puis tout à coup, dans votre fauteuil, il y a quelqu'un d'autre qui s'assied. Vous allez réagir. Tout à fait. Alors vous avez un livre qui va paraître en novembre, enfin qui a dû paraître là, Lumière sur Thévenec ou Les portes de l'enfer, de Marc Pointu, qui est le président de la Société nationale pour le patrimoine des phares et des balises.
Donc ça, c'est vraiment l'histoire de ce phare avec toutes ces histoires étranges et assez terrifiantes qui jalonnent donc le siècle et notre siècle et le siècle dernier concernant Thévenec. Alors vous avez aussi le château de Lerme. Alors Oui. le château de Lerme qui se situe sur la commune En Dordogne, oui. voilà, et qui a été construit entre 1500 et 1520. Alors on dit aussi que ce château est hanté et que toutes les familles qui l'ont habité ont eu des morts tragiques, ont eu des morts jeunes. Enfin, il y a eu des Oui. morts jeunes. Oui, oui. Oui, bon, il y aurait eu aussi des apparitions, hein, des chuchotements. Il n'y a pas que les destins tragiques. Il y a une légende de la dame à la main de cire Ah. qui aurait été assassinée par son époux. Donc ce serait une mort violente. C'est souvent quand même lié aux morts violentes, tous ces phénomènes. Hein. Alors la dame à la main de cire, c'est-à-dire on voyait une main, qu'est-ce que ça veut dire quoi en fait? Alors je ne sais pas exactement, sans doute qu'elle avait une main en cire. Elle a dû perdre une main. Elle a été assassinée après, donc elle avait déjà la main en cire avant. Et peut-être que cette main en cire, oui, les gens ont vu cette dame, ont prétendu en tout cas voir cette dame à la main de cire. Il y a eu aussi la mort violente et mystérieuse du fils de Jean III de Calvimont, c'est à l'époque de Louis XII, et qui a laissé pour héritière sa fille Marguerite, âgée de 3 ans. Et c'est cette Marguerite qui aurait été finalement à l'origine de tout ça. Alors, dans ce lieu, on entend des bruits, on voit oui, des bruits, des chuchotements, des cris, des C'est quand hurlements. même très troublant parce que il y a des paroles humaines qui seraient prononcées. On peut dire en même temps que c'est interprété. Hein, c'est toujours un peu compliqué. Oui. Donc là aussi, des manifestations aussi bien visuelles, auditives, quelquefois olfatives, enfin une série de phénomènes assez étranges que peuvent voir des personnes en groupe. Oui, puis quand même, ces différents meurtres qui ont eu lieu dans ce château. Hein. La personne en question, donc cette dame à la main de cire, aurait été assassinée par son époux, qui s'appelait François, qui a lui-même été d'ailleurs châtié, qui s'est dénoncé. Qui veut rien dire d'ailleurs, on peut se dénoncer parfois sans être coupable. Bon, l'histoire de Gilles de Rais est assez intéressante et compliquée à cet égard. Mais depuis, il y a eu un certain nombre, effectivement, de meurtres qui ont eu lieu. Parlez-nous aussi du château de Comargue, qui est intéressant comme cas. Qui est aussi dans le même coin. Hein. C'est un château qui dépendait, je crois, des abbés de Sarlat, donc du Périgord noir. Alors on aperçoit souvent le cheval du comte de Camargue cherchant son maître. On dit que c'est une forteresse oubliée. Oui, probablement. Qui a été fondée. Alors ce Paul de Camargue, pourquoi est-ce qu'il apparaîtrait? Vous savez, pourquoi est-ce que ces personnages apparaissent? C'est qu'il y a eu un traumatisme. C'est-à-dire qu'au fond, ils n'ont pas vécu j'aime bien en italien le mot pour dire passage dans l'au-delà qui est le transito. Alors c'est pas le transit intestinal, hein, chère Sabrina, mais c'est un passage. Et selon ses croyances, si vous voulez, c'est ça qui est intéressant de comprendre, ça peut vouloir dire, les personnes, à cause d'une mort violente, n'auraient pas pu vivre sereinement ce passage, ce qui expliquerait tous ces phénomènes. En effet, Paul de Camargue, qui a participé à une conjuration contre Henri IV, avec le duc de Biron et Henriette d'Entragues, qui avait été l'ancienne maîtresse d'Henri IV. Et le duc de Bouillon aussi. Oui, le duc de Bouillon a été condamné au grand jour de Limoges à être décapité en place publique. Donc il a été décapité, mort violente, et on verrait son cheval. Il y en a eu des violences qui se sont rajoutées au moment des guerres de religion. Mais on verrait son cheval revenir régulièrement. Voilà, rechercher en quelque sorte. Rechercher son maître. Oui, rechercher son maître. Ce qui voudrait dire que les animaux peuvent aussi
participer à ces phénomènes. Alors c'est assez rare la manifestation donc d'animaux qui reviennent, ouais. voilà. Mais il y en a quand même quelques-unes. Quelques-unes. Alors vous avez aussi, alors ce qui est intéressant, le château de Fougeray. Alors j'ai téléphoné donc à la propriétaire actuelle et je souhaitais la faire venir à l'émission aujourd'hui, mais elle n'avait pas le temps puisqu'elle a été interviewée. Elle a interviewé régulièrement sur d'autres radios et elle a fait des émissions de télévision. Château de Fougeray. Alors là, le château de Fougeray, c'est un château qui a été construit au XIVe et XVIe siècle, qui a été complètement donc rénové. Et vous avez de multiples manifestations. Des chuchotements, des apparitions, c'est un lieu de haute justice. De toute façon, vous savez, quand vous passez dans un lieu où il y a eu une ancienne prison, un lieu d'exécution, c'est imprégné, il y a quelque chose. Hein. Et là, c'est un lieu de haute justice, donc vous pouvez imaginer ce qui a pu s'y passer. Hein. Bien sûr, il y a eu morts beaucoup violentes. De morts, donc il y a des formes fantomatiques, des odeurs aussi, des personnes qui sont frôlées. Oui. Et on pense... alors il y a une certaine Alice qui est décédée en 1923 d'une maladie des reins un peu mystérieuse, qui frôlerait aussi les visiteurs, et une petite fille décédée dans le château dont on a enregistré la voix. Il y a aussi la présence bienveillante d'une femme. Donc ce qui est intéressant, c'est que toutes les familles propriétaires du château ont eu des décès de personnes jeunes. Alors, c'est un peu le phénomène des dames blanches, sans doute, c'est qu'il y a des vies qui ont été brisées prématurément et où il y aurait alors une sorte presque de vengeance, on peut dire. Alors dans ce château, si vous voulez, il y a régulièrement des manifestations. Donc c'est un château qui est devenu des soirées organisées, des chambres d'hôtes. Et vous avez. Il faudrait que nous nous y rendions, chère Sabrina, ce serait formidable. Ce serait très intéressant. Ouais. Et vous avez une chronique sur le magazine Inexploré où vous avez Pierre Jonas et Anne Tufigo, ce sont deux médiums célèbres. Ah oui. Qui ont été visités donc ce château et qui ont exploré ce château et essayé de ressentir des présences pratiquement dans toutes les pièces. Enfin, c'est véritablement, je dirais, assez impressionnant. Alors, vous avez aussi le triangle de la Burle. Ça, c'est particulièrement redoutable parce qu'il y a eu, c'est un peu l'équivalent du triangle des Bermudes pour les marins, pour les aviateurs. Il y a eu une soixantaine de crashs depuis 1945. Oui, souvent des avions de tourisme ou de chasse, des petits avions. Oui. Une espèce de triangle maudit. Hein. Alors, on dit qu'il y aurait même la sœur du président Kennedy, Catherine Kennedy Cavendish, qui est morte en Ardèche, pas très loin de là, et qui aurait pu être pris dans une espèce de tourbillon infernal venant de ce triangle. Ouais. Alors c'est un lieu qui est situé entre le mont Mézenc et le massif du Pilat. Et comme vous l'avez très bien dit, c'est notre triangle des Bermudes. Oui. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Alors il y a eu tous ces crashs qui ont eu lieu. Vous avez quand même deux crashs emblématiques que j'aimerais citer. Le crash du Nord 262, transportant des membres du commissariat à l'énergie atomique. Et puis un C-130 bombardier d'eau qui s'était crashé encore en l'an 2000, non loin de là. Par ailleurs, il y a des crashs fantômes aussi, c'est-à-dire qu'on voit de temps en temps des avions en feu tomber. Et on ne retrouve rien. Oui, on ne sait pas pourquoi, parce que, si vous voulez, il y a les règles statistiques. Vous savez, les fameuses règles statistiques, si vous jetez le dé un certain nombre de fois, vous aurez, il faut que vous le jetiez très souvent, mais vous aurez pratiquement le même nombre de fois, le 1, le 2, le 3, 4, 5. Eh bien, ces règles statistiques, ça s'applique aussi, évidemment, aux accidents. C'est pour cette raison que, à cause de ces règles statistiques, vous savez que pendant les guerres, les personnes, vous savez, en guerre de 14-18, par exemple, dans les tranchées, on se mettait à l'endroit où était tombé un obus, par exemple. Parce qu'on disait, il y a peu de chances que ça retombe exactement au même endroit. Donc si on suit ce même principe des règles statistiques, c'est quand même très troublant qu'il y ait autant d'accidents au même endroit sans aucune explication. S'il y avait une explication météorologique, ce serait autre chose. Mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Alors, voilà. Comme si les instruments de navigation peut-être étaient déréglés par des phénomènes magnétiques inconnus, on ne sait pas.
forces Oui, on a parlé obscures. de phénomènes Ouais, magnétiques, on a probablement. parlé de dépression tellurique, on a parlé de phénomènes météorologiques extraordinaires. Enfin, Oui, mais on ne les connaît pas. C'est-à-dire, d'où ce que ça vient, on ne sait pas. et d'autres ont parlé même de forces obscures ou de Peut-être, présence oui. de lumière, d'objets volants non identifiés, enfin, etc. On pourrait consacrer toute une émission. Voilà, ça reste des mystérieux. Ça ne veut pas dire qu'un jour on ne découvrira pas. Vous savez, il faut toujours être très prudent. C'est pas parce qu'une chose est mystérieuse maintenant qu'elle le restera toujours, naturellement. Dominique, on va bientôt rendre l'antenne parce qu'on a été Dommage, très, parce que très, les très bas. fantômes n'ont pas encore eu le temps vraiment de se manifester. Parlez-nous un tout petit peu, alors là on va sortir de France, pour ne pas rester chauvin, ne pas être chauvin, le château d'Édimbourg. Ah ben oui, surtout qu'en Angleterre, il y a beaucoup, hein. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, tous les châteaux, pratiquement, d'Angleterre ou d'Écosse sont dits hantés, hein. C'est un peu le pays qui veut ça. Alors, le château d'Édimbourg, c'est une vieille forteresse construite sur un rocher volcanique, c'est assez imposant, mais en plein centre de la ville d'Édimbourg, et chargé d'histoire. Donc, tous les personnages qui ont été ici, probablement, gardent une empreinte. Il est ouvert au public, hein. C'est un château qu'on peut visiter, qui n'a plus évidemment d'utilité militaire ou politique. Qui c'est qu'on rencontre au château d'Édimbourg? Alors, on entend des cris, des rires, des chuchotements. Certains ont été touchés par des mains invisibles et d'autres ont vu des apparitions fantomatiques. Et il y a toujours ces baisses soudaines de température dont je vous parlais récemment. Donc, on peut croiser le fantôme du duc Alexander Stewart d'Albany, né en 1454, ça fait quand même un certain temps, mort 30 ans plus tard dans un duel à Paris. Il s'agit du second fils du roi Jacques II d'Écosse et de Marie d'Egmont, qui s'était échappé de sa cellule où il était prisonnier et qui a été poignardé de plusieurs gardes, par plusieurs gardes, avant que ces gardes ne brûlent son corps. Donc on peut le rencontrer, on peut le voir au détour d'un Voilà. couloir. Il y a aussi un joueur de cornemuse, semble-t-il aussi. Oui, on dit ça, un joueur de cornemuse anonyme, donc qui amuse plutôt les gens d'ailleurs, mais son histoire est plutôt tragique. Il aurait erré, il se serait perdu, tout simplement. Il était venu jouer, il s'était perdu dans ce château, dans les passages souterrains, et serait mort de faim et de soif dans les oubliettes. C'est chose qui arrivait. On peut aussi croiser le fantôme de Lady Janet Douglas de Glamis. Alors saviez-vous, Dominique, et je le dis aussi pour nos auditeurs, Qui était sorcière peut-être, cette Lady Janet. Elle et était qui aurait sorcière. tenté d'empoisonner... Ah, en tout cas, c'est ce qu'on dit. Hein. C'est ce qu'on dit. Le roi d'Écosse, James V, Jacques V, l'aurait accusé. Aurait accusé aussi de vouloir l'ensorceler. Alors- D'ailleurs, sa famille a été torturée, donc par ordre du roi. Elle a été reconnue coupable et brûlée sur le bûcher. Le jeune fils a été contraint de regarder le supplice de sa mère. Donc il y a des traumatismes qui se sont imprégnés là. Tout à fait, ça c'est vraiment effrayant. Alors, Si vous voulez, c'est ce que je peux dire, parce que je ne veux pas non plus qu'on tourne au catalogue érudit, si vous voulez, c'est qu'on peut se demander que si d'une certaine façon, et je pense que beaucoup de spécialistes du paranormal seraient d'accord avec ce que je vais dire, s'il n'y a pas une sédimentation qui peut arriver des émotions. C'est-à-dire quand il y a des émotions particulièrement intenses et fortes, d'ailleurs positives ou négatives, il y a ces émotions en quelque sorte imprègnent les lieux, créent une transformation du lieu même où ça s'est passé. c'est votre mot de la fin, Dominique? Oh non, il n'y a pas de mot de la fin, surtout. Surtout pas de mot de la fin. Dans cela. Je crois que nous sommes face à des phénomènes d'abord fréquents où il y a certainement une bonne part d'imposture, comme toujours, de gens qui racontent des histoires pour se rendre intéressants, d'imagination un peu exaltée, mais que nous sommes quand même face à quelque chose qui est tout un ensemble de phénomènes inexpliqués, inexplicables, qui montrent combien il est important, même si ça peut faire peur, on se dit on n'est plus dans le rationnel, mais dans la folie, mais peut-être, de prendre conscience que la distinction entre le fait brut et ce qu'on ressent, entre l'émotion et le matériel, par exemple l'émotionnel et le matériel, ces distinctions ne sont pas aussi fortes, aussi vraies que cela. C'est-à-dire qu'au fond, ce qu'ont vécu des gens laisse des sortes d'empreintes que nous pouvons percevoir, y compris de façon sensible, et qu'il y a donc toute une sorte de dimension finalement qui nous reste un peu cachée, mais que nous pouvons entreapercevoir, même si
jamais rien, je crois, et j'insiste quand même sur ce point, n'est communiqué indépendamment de notre sensibilité. C'est-à-dire qu'au fond, c'est notre ressenti qui est le lieu même où les choses se manifestent et en même temps, d'une certaine façon, s'inventent sans qu'il faille et sans qu'on puisse peut-être dire mais ça c'est de l'imagination, ça c'est la réalité. Peut-être que tout simplement on est dans la dimension de l'émotion qui est une réalité peut-être plus fondamentale que nos catégories mentales et rationnelles qui nous sont familières. Merci Dominique, en tout cas je vous écouterai des heures. Oui. J'espère que nos auditeurs je reviendrai comme fantôme quand je serai mort auprès de votre lit, chère Sabrina, pour vous faire quelques confidences. Merci, merci à vous en tout cas. Et on reparlera, je pense, de d'autres lieux hantés. On reparlera des fantômes dans une prochaine émission. Merci à vous, Dominique Vibrac, et rendez-vous bonne soirée. Au mois prochain. À bientôt. Au revoir. Merci Dominique. Merci. Voilà, vous étiez dans l'émission ce soir Fantômes et Maisons Hantées, dont je rappelle que l'émission est sponsorisée désormais par la société Énergence à la Ville-Dieu du Temple. Vous pouvez la retrouver www.sabrinalesaintange.com.